Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le débrief. Depuis l'année 2020, le Maroc a été soumis à des tensions, à des crises, à des moments de joie qui ont placé peu ou prou le royaume sous les projecteurs et les yeux du monde. Cette année donc, 2020, c'était la crise Covid qui a duré 2 ans, puis en février 2022, c'était feu le petit Ryan, mort dans le puits où il était tombé, malgré les efforts déployés par les secouristes. Fin 2022, c'était l'union et la communion autour des lions de l'Atlas qui avaient su subjuguer le monde et changer les rapports de force dans la planète foot. Et enfin, le Maroc vit encore sous le coup du puissant et dévastateur séisme du 8 septembre dernier dans la région de l'Haous et en interne comme en externe. Tout le monde a pu voir la mobilisation des services publics au secours des citoyens. Dans ces 4 événements, tantôt effrayants, tantôt douloureux ou festifs, les Marocains ont réagi d'une manière qui a attiré les regards du monde vers le royaume et qui, en interne, ont montré aux Marocains ce qu'ils savaient déjà, en l'occurrence la présence d'un État fort, organisé, efficace et silencieux. Il en est ainsi des moments où un pays, à force de travail et malgré les inévitables problèmes et manquements, se hisse au rang mondial par une quelconque qualité aux performances ou positionnement. L'émergence d'une économie est aussi celle d'une nation, d'une société. Le Maroc, depuis quelques années, a montré au monde qu'il peut être considéré comme un pays qui compte. Nous en parlerons donc avec nos invités. Mostafa Shimi, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit et politologue à l'université Mohamed V de Rabat. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ali El-Harichi, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques à l'université Mondiapolis, Casablanca. Merci à vous. Mohamed Sherif El-Ktani, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de communication politique, entre autres, à l'université Mohamed V de Rabat aussi. Merci, madame, messieurs, d'être avec nous. Avant de commencer donc notre émission qui portera sur la communication au Maroc, la communication de crise ou pas en période de crise, la communication d'une manière générale, on va revenir sur cette importante séance de travail du mercredi dernier, 20 septembre, où Sa Majesté le Roi a présidé une séance de travail avec un ensemble de ministres et son conseiller sur la reconstruction et la mise à niveau général des régions sinistrées. C'est donc le 4e acte royal après ce séisme. Mostafa Shimi, un commentaire? C'est une machine qui en branle. C'est une machine avec donc des observations particulières qu'il faut souligner pour ce qui est de la gouvernance. Il y a 4 dates depuis 10 jours. Depuis 2 semaines maintenant, puisque ça fera 2 semaines. Il y a d'abord la réunion du cabinet royal le samedi, en début d'après-midi, samedi 9 septembre. Au lendemain du séisme. Le lendemain du séisme qui a eu lieu le 8 novembre à 23h11, que tout le monde le sait, c'est-à-dire 14 heures après. Il y a eu une réunion à Rabat présidée par Sa Majesté le Roi avec les principaux responsables civils et militaires. C'est extrêmement important, c'est de la réactivité, ça. Ensuite, le lundi 12, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une deuxième réunion du souverain, avec donc toujours un certain nombre de responsables de départements concernés, etc. Cette réunion a permis de dégager des axes, donc un certain nombre de mesures d'urgence, parce qu'il y avait des situations particulières sur le terrain, sinistrés, logements, tout ça, déblocage. Donc ça a été décidé. Puis le 14, donc c'est la déclinaison des orientations royales du 12, le 14, donc cette fois-ci on est entré, si vous voulez, dans le détail, avec des mesures particulières concrètes. Concrètes, il y a le fait de dégager 30 000 dirhams donc, pour les sinistrés, vous savez, c'est 200 000 personnes adultes, plus 100 000 enfants. Donc 200 000 personnes, c'est environ 50 000 familles, et donc une subvention de 30 000 dirhams, pour l'année, pour les 12 mois, qui sera versée mensuellement, c'est-à-dire ça fera 2 500 dirhams par mois. Bien. Et puis, il y a donc ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire, maintenant, on est rentré dans une autre problématique, c'est le développement régional. Donc, il y a là une montée en puissance, il y a là une progression, et je crois que c'est important. C'est-à-dire, en 2 semaines, voilà ce qui est fait. Première observation, c'est la meilleure réplique, si besoin était, que l'on puisse faire à toute cette campagne menée à l'étranger, etc. J'y reviens pas parce qu'elle est médiocre et elle ne mérite que le mépris. Deuxième observation, qui est celle-ci, il y a un peuple mobilisé.
il y a un État en marche. Et puis il y a un roi qui est donc le grand timonier et qui est là, qui impulse, qui oriente, qui décide, qui arbitre. Tout ça devait être dit, c'est extrêmement important. Oui, je rejoins ce que vient de dire mon collègue. En effet, pendant ces 2 semaines, on a vu une action royale qui est volontariste, qui est rapide, qui est efficace et qui s'inscrit dans le sérieux, la rigueur et trouver des réponses efficientes et efficaces pour ce séisme, malheureusement, qui a frappé le Maroc. Donc, comme cela a été évoqué, pendant ces 4 temps ou ces 4 phases, d'abord une réunion d'urgence pour trouver des mesures d'urgence, après une visite pour voir les gens qui ont été touchés donc au CHU de Marrakech. Voilà, la rencontre des victimes, oui. Et puis, maintenant, dans la continuité de l'action, pour trouver les solutions, c'est le relogement, c'est-à-dire trouver une solution qui prend en charge tout ce que le séisme a produit et tout ce qui doit être fait dans cette région-là. Et enfin, maintenant, une réunion donc, qui vient d'avoir lieu le 20 septembre pour le développement de la région. Donc, on est dans une cohérence de l'action royale et, bien sûr, vous avez parlé de la société marocaine, on parle d'une société quand même qui a montré un temps extraordinaire de solidarité, qui a montré une résilience qui fait quand même rêver quand on voit, qui fait rêver les autres populations, les autres nations, quand on voit cette résilience, cette solidarité des Marocains, et qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Et c'est là la force d'un Maroc uni autour de son roi. Oumama Al-Khtani, on continue notre tour de table, toujours sur cette réunion du mercredi dernier. Pour répondre sur ce qui a été dit, là, juste tout de suite, la communication royale est action. Elle est action par ses visites sur le terrain, par ses réunions de crise, par toutes ces mesures qui ont été prêtes, par toute cette mobilisation, créer une mobilisation spontanée et celle d'un peuple qui a toujours répondu présent. Nous avons vu tout ce qui s'est passé précédemment. Alors justement, Oumama Al-Khtani, je reste avec vous, puisque vous êtes en train d'entrer dans le vif du sujet en fait, de cette émission. Avant le séisme de l'Haouz, il y a eu, j'en parlais en ouverture, il y a eu la pandémie, et on a vu comment les Marocains ont réagi. Il y a eu cette affaire absolument épouvantable de feu le petit Ryan. Donc on a vu comment le monde entier s'est mobilisé, mais les Marocains se sont mobilisés. Et puis il y a eu l'Haouz. Et avant même qu'il y ait une action quelconque au niveau de l'État, il y a eu cette mobilisation qui a commencé. Qu'est-ce que vous retenez de ça? Écoutez, à travers les 3 crises, comme vous l'avez souligné, les Marocains ont fait preuve d'une mobilisation à l'unisson. Et il y a eu une mise à contribution optimale des moyens et des dispositifs aussi bien civils que militaires, et ceci en un temps record. En un clin d'œil, citoyens et autorités publiques n'ont fait qu'un. C'est tout ce que je retiens comme leçon de cette... C'est la leçon qu'on a tous retenue, Moustapha Sahimi, sur ça. Cette mobilisation qui est spontanée, qui n'est pas coordonnée, enfin qui n'est pas coordonnée dans son déclenchement, mais qui après prend forme petit à petit et fait sens, donne corps. C'est un fait social extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de mot d'ordre. Il n'y a pas eu un appel des partis politiques, des syndicats, du gouvernement, des autorités, pour dire « Ah, il y a une catastrophe naturelle dans la province de l'Haouz, mobilisez-vous, aidez, etc. » C'est quelque chose qui vient des profondeurs de la société, des ressorts les plus profonds des citoyens. Et il faut relever aussi que c'est transgénérationnel, c'est transpartisan. Il n'y a pas une ONG ou il n'y a pas un parti politique dans l'échiquier qui a dit « Ah oui, mais tout ça, on va voir, on va s'interroger, c'est des politiques publiques qui n'ont pas donné de résultats escomptés. » C'est un élan collectif. Pourquoi il y a cet élan collectif? Parce que c'est des situations où la communauté nationale, je dis bien communauté nationale, et le peuple, et pas la société,
pour ne pas reprendre la formule de mon distingué ami ici présent, mon collègue, c'est pas la société. Non, c'est pas la société. Je crois que la société, c'est un fait sociologique. Le peuple et la communauté nationale, ça relève d'un autre registre. C'est-à-dire, c'est une communauté qui se sent menacée et qui éprouve le besoin d'exprimer sa solidarité vis-à-vis des populations qui sont sinistrées. Et c'est quelque chose de fondamental, et c'est l'un des traits marquants de la culture citoyenne, de la culture politique marocaine. Je vais vous donner un exemple. 2004, le février 2004, il y a eu également une catastrophe naturelle, c'est Saïd El-Hoceima, février 2004. Mais il y avait le même élan. Il y avait le même élan, c'est extrêmement important. Mobilisation aussi, dans un cas de figure que vous avez évoqué, les années Covid 2020-2021, bien sûr qu'il y a eu mobilisation. Mobilisation, c'est-à-dire adhésion partagée par tous à des mesures très contraignantes, difficiles, mais qui ont été assumées. Et je pense que la conduite du peuple marocain pour 2020-2021 était tout à fait exemplaire, servie, qui plus est, par des politiques publiques à la hauteur des enjeux. Voilà peut-être ce qu'il faut relever. Remonter à plus loin, Mustafa Sahimi, en 1995, à l'époque j'étais à Marrakech, il y avait les fameuses crues dans la vallée de l'Ourika. Eh bien, il y avait eu le même élan. J'étais là-bas, j'ai vu ça, Ali Harichi, sur cette mobilisation citoyenne. Oui, très bien, d'accord. Populaire et citoyenne. Je parlais du peuple et de la nation et de la société. En fait, le Maroc, moi je suis fier d'être marocain aujourd'hui. On est tous fiers d'être marocains parce qu'on appartient à un peuple, à une nation qui est millénaire et qui a inscrit et qui a gravé sur le marbre cette cohésion sociale. Pour répondre à votre interrogation, cette cohésion sociale qui existe depuis toujours. Cette cohésion sociale, on la voit, un exemple peut-être à petite échelle, quand une personne décède dans un quartier, tous les habitants du quartier contribuent au dîner du défunt. Ce n'est pas la famille qui est touchée qui va préparer, ce sont les habitants du quartier. Et je trouve que c'est d'une magnificence de cette cohésion de cette société marocaine. Maintenant, à titre, c'est-à-dire à grand titre, ou plutôt aux exemples, vous avez parlé de l'enfant Ryan. Ouais. On a vu cette solidarité du Maroc entier. C'est un enfant qui, malheureusement, tombait dans un puits, et on a vu tout le monde, et le monde a réagi avec le Maroc. Le monde, on se rappelle, c'était et puis on suivait à la minute près, est-ce qu'il respire? Et tout ça, les gens, pourquoi? C'est pas parce que c'est un Marocain, parce que ça fait partie du gène marocain, cette solidarité, cet amour d'autrui. Et puis maintenant, avec le séisme, on a vu les personnes qui sont arrivées de toutes les villes. On voit les images de Ryan. Oui, exactement. Ils avaient déplacé les montagnes. La foi dépasse des montagnes. Voilà, on a pu déplacer des montagnes. Aujourd'hui, on est en train de reconstruire les montagnes qui se sont écroulées parce que le Marocain, il croit en son destin, il croit dans cette nation, dans cette monarchie, et on avance tous pour aller de l'avant, pour se développer, pour dépasser les écueils, parce qu'il y a des écueils qui entravent notre démarche. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, avec un malheur, on peut, malheureusement, oui, on est triste, on est endeuillé pour ces personnes qui sont mortes, ces personnes aussi qui sont aujourd'hui, qui étaient délogées, mais on est en train de prendre des solutions efficaces, efficientes et rapides. C'est ça, la rapidité. Je retiens de ce que vous avez dit, Al-Haji, parmi tout ce que vous avez dit, ce beau constat de la fierté d'être marocain. Il y a des moments où il faut le dire, il y a des moments où il faut le reconnaître, il y a des moments où il faut marquer un temps d'arrêt et dire oui, il y a une fierté à être marocain. Alors, Oumama Ktani, vous êtes professeur de communication, communication stratégique et institutionnelle. Est-ce que cette empathie, cette sympathie, ce volontariat, cette spontanéité de la population marocaine, est-ce qu'elle a été amplifiée par la révolution numérique ou alors c'est une caractéristique naturelle? C'est pas pour rien qu'on a parlé de 2004 et de 95, c'est un élément de réponse, n'est-ce pas? Est-ce que ça a été amplifié ou ça a simplement aidé à faire infuser encore plus cette spontanéité? En fait, c'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois. Parce que, comme ça a été souligné auparavant, la sociologie marocaine est par essence une sociologie
de solidarité séculaire. On a toujours vu la famille, le quartier, la tribu, puis au niveau de la nationalité, de la nation, il y a toujours eu cette solidarité nationale forte par une identité une et plurielle. D'accord ? Maintenant, on ne peut pas ne pas être interpellé par cet activisme citoyen frénétique sur le web en général et sur les réseaux sociaux en particulier, à croire que certains groupes sociaux, disons virtuels, mènent à plein temps une vie virtuelle. Ils font et redéfont le monde au gré des informations, de l'actualité, etc. Mais sur ce coup-là, ils ont été extrêmement militants aussi. Sur ce coup-là, il y a eu un militantisme, non seulement un militantisme, il y a eu justement un effet d'entraînement de foule, un effet aussi d'organisation. Un effet d'organisation. Oui, c'est vrai que les réseaux sociaux ont permis, au-delà de tout ce qui a été expression expression de la solidarité, c'était aussi un facteur d'organisation. Tel endroit, c'est là on collecte, c'est là tel endroit, dans telle ville. Absolument, tout événement de la scène publique est relayé en temps réel et commenté à tout va via les lives. Via les directs. Donc là, c'est impactant, c'est extraordinaire. Bon, il est clair que cet activisme virtuel a son impact et une influence certaine sur le débat public. On assiste là à une création de contenu prolixe en un temps record, d'accord, par des créateurs de contenu qui peuvent être des journalistes citoyens ou des citoyens journalistes. Tout à fait. Beaucoup plus, on se retrouve beaucoup. Tout le monde est concerné. Ou des citoyens tout court. Tout le monde est concerné, tout le monde relaie, tout le monde reporte, et tout le monde est fier d'être marocain. Tout le monde est fier de porter une assistance. Je ne sais pas si vous avez été frappé par cette vidéo de cette dame qui est allée pour vendre une bague, pour leur dire, écoutez, je n'ai que ma bague, je vous la donne. Et c'est extraordinaire. Avec le monsieur qui est aussi venu sur son vélo, avec une moitié de sac. C'est des images qui sont frappantes, qui sont fortes et qui montrent un petit peu l'authenticité et la constitution de la sociologie marocaine. Alors justement, Mostafa Sahibi, une petite remarque sur ces réseaux sociaux, c'est qu'habituellement, en pareille situation, on a ce qu'on appelle ce travers des réseaux sociaux qui s'appelle les fakes. Il n'y en a pas eu beaucoup finalement. Il y a eu quelques-uns, bon, c'était des trucs qui étaient travaillés par, on se doute bien d'où ça vient, des images, mais très peu. Auparavant, je voudrais nuancer peut-être ce qu'a dit ma collègue ici présente pour ce qui est de la place et du rôle donc de la révolution numérique. La marche verte, octobre 75, il n'y avait pas de révolution numérique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un potentiel de mobilisation qui est là, qui est donc une des caractéristiques du peuple marocain et qui se concrétise quand il y a une situation exceptionnelle pouvant mettre en cause la vie ou le destin de la communauté nationale. Vous ne nuancez pas, vous complétez ce qu'elle a dit. Voilà, non, c'est important. Une remarque, attends, on va la laisser puisque vous avez dit. Non, mais je voudrais compléter. Je n'ai pas fini, si vous le permettez. Alors finissez après vous réagissez. C'est-à-dire qu'il y a un donné, il y a un capital qui est donc le potentiel de mobilisation du peuple marocain. Maintenant, ce qui est nouveau, et là vous avez raison tous les deux de le relever, c'est comment ce capital donc s'exprime avec quel vecteur du fait des exigences techniques de la révolution numérique. Évidemment, c'est un effet d'amplification, c'est un effet supplémentaire de mobilisation, c'est-à-dire, vous savez combien il y a de téléphones portables au Maroc ? 55 millions. Ah, 55, c'est oui, 55, c'est les derniers chiffres. Vous savez combien il y a d'internautes au Maroc ? Entre 22 et 23 millions. Et donc, nous sommes comme citoyens, dans un cadre évidemment institutionnel, mais nous sommes aussi tous dans un autre univers, le monde numérique, et donc avec une immédiateté et des échanges de communication. Qui aide et qui fluidifie les choses. Vous vouliez faire une remarque? Je voulais juste réagir, je pense que... Juste une réaction parce qu'il y a Ali Harichi qui... Justement, parce que M. Saimi, je pense qu'il n'a pas relevé ce que j'ai dit au début, c'est que la sociologie marocaine
est par essence, j'ai bien dit par essence, une sociologie de solidarité séculaire. Donc je pense que j'ai résumé en 3 mots ce qui peut être dit Donc en plusieurs paragraphes. on est d'accord, Alel Harischi, effectivement. Oui, moi, la révolution numérique, elle a contribué comme accélérateur. Voilà. Parce que ce qui est très important, quand on voit des enfants ou des jeunes qui ont été touchés par le sinistre, puisqu'on voyait des vidéos en direct ou live qui disaient « j'étais connecté ». C'est-à-dire j'étais connecté et les parents étaient dans l'autre chambre. C'est pour cela que lui, ou au salon, qu'il a été épargné, parce qu'il était connecté dans sa chambre ou dans un autre lieu. Donc cette information qui arrive, parce que je me rappelle, ce soir, quand il y a eu le séisme, nous sommes tous sortis de nos maisons, ou les gens sont sortis de leur maison, même si on était très loin du séisme, mais son impact était là. Alors, la première des choses, on cherchait qu'est-ce qui se passe, où se passe, qu'est-ce qui s'est passé au Maroc. Nous, on parle, puisque moi je viens de Casa, donc à Casa, on se posait la question, est-ce que c'était à Casa, est-ce que c'était dans une autre ville, dans quelle région ça s'est passé, dans quelle partie du Maroc, et puis les premières vidéos vont arriver, la première communication par des gens concernés, c'est-à-dire qui ont été touchés, qui vont dire... Sur place. Sur place, c'est des gens, les sinistrés, ils vont dire, voilà, nous sommes dans un village, un tel, et nous avons il y a des écrous. Et ça, c'est très important. Voilà donc le rôle du numérique, c'est-à-dire la rapidité de l'information. Parce que finalement, c'est vrai que la solidarité, elle est là, on le souligne tous, mais cette rapidité de l'information. Et il y a aussi, quand on parle de la data, le plus important, c'est la localisation des villages ou des douars qui ont été touchés. Quand quelqu'un dit, voilà, ce douar, ils ne sont pas encore arrivés, donc on sait où ils se trouvent. Donc la révolution numérique, à la fois, il a amplifié l'information, il a facilité, et puis il a donné l'information sur les lieux où il y a eu des sinistres. Donc il y a une contribution, bien sûr, tout cela s'ajoute à ce que vous avez dit. Donc, dans tout ce qui était organisation, puisqu'on a vu sur les réseaux des gens qui étaient arrivés à un endroit X et qui ont passé sur les réseaux, attention, cet endroit-là a ce qu'il faut, ou presque, donc allez à cet autre endroit, ou alors attention, cette route est coupée, n'encombrez pas, ne venez pas avec vos voitures. Donc il y avait en parallèle des pardon, si services vous permettez, publics. ça c'est très important. On disait parfois, pour qu'une ambulance puisse passer, s'il vous plaît, ne venez pas dans cette route. S'il vous plaît, ne venez pas. Parce qu'il y a une ambulance qui va ramener des gens. Et ça, c'est très important donc, de point de vue... Alors, on va aller un peu, si vous le permettez, sur les forces armées royales. Alors, on sait que les forces armées royales ont, on sait quatre fonctions: la défense du territoire, la lutte contre les menaces cybernétiques, le déploiement à l'international, des hôpitaux de campagne militaire un peu partout, et aussi son rôle de protection civile, son rôle à l'interne, aux civils. Alors, on les a vus à l'œuvre dans cette catastrophe. On a vu tous les moyens, du gros porteur, de l'hélicoptère gros porteur, jusqu'au mulet avec le convoi de mulets qui sont arrivés jusqu'aux endroits qui étaient complètement enclavés. Alors, à côté des forces armées royales, il y a bien entendu la protection civile. On était avec eux la semaine dernière. Il y a la police, il y a l'autorité locale. Qu'est-ce que vous en retirez comme conclusion? Parmi les missions des forces armées royales, la défense de l'État et des institutions. La défense dehors, face aux menaces de dehors. C'est ce que je dis, c'est la défense du territoire. Et donc, qui dit territoire, dit automatiquement... Oui, la défense du territoire, ça implique des frontières. Le rôle classique, quoi, le rôle classique de l'armée. Voilà, c'est important. Alors, c'est quand même important que le rôle que joue cette institution, qui est centrale dans l'État marocain, c'est une institution, donc, dont le chef et Sa Majesté le Roi, c'est extrêmement important. C'est le fait que, d'abord, le recrutement, la sociologie des forces armées royales est intéressante à rappeler. Le recrutement est populaire. C'est un recrutement populaire avec des conscriptions tous les ans. J'y ajoute le service volontaire, évidemment, depuis plusieurs années, qui est un élément extrêmement important. Donc, c'est la place des forces armées royales dans la politique de formation et d'employabilité des jeunes. On ne le dit pas suffisamment, mais les jeunes qui font le service volontaire, ils ont 4 mois de formation militaire, ils ont 8 mois de formation technique.
Et quand ils sortent sur le marché de l'emploi, donc ils ont un diplôme, une expérience. Il y a aussi le rôle des forces armées royales, pour ce qui est des missions dans les luttes anti-acridiennes. Alors, ces images, moi j'ai trouvé, excusez-moi je vous coupe, j'ai trouvé ces images absolument extraordinaires. Voilà une armée qui a ce qu'il faut comme gros matériel et qui, quand il faut arriver aux moyens traditionnels, eh ben, ils vont aux moyens traditionnels. Avec leur casque, avec leur tenue et avec leur mulet. Parmi les missions, tout ce qui a été fait par les forces armées royales dans les luttes anti-acridiennes, c'est extrêmement important. C'est des centaines de milliers d'hectares donc, qui ont bénéficié du concours des forces armées royales. Pour ce qui est des inondations, c'est quand même le premier dispositif qui est sur place, c'est celui des forces armées royales, avec évidemment le concours de la protection civile. Il y a aussi le fait qu'en l'espèce, le génie militaire s'est distingué. Il y a le génie civil aussi, qu'il faut saluer, mais le génie militaire qui est équipé, qui a montré. Et puis cette image que vous avez évoquée, qui est extrêmement importante, c'est la meilleure image de communication, si besoin était, c'est-à-dire de communication ici, de communication ici et communication dehors. Ouais, je sens dire, voilà les forces armées royales. On peut s'attendre à ce que ça fasse grincer certains, n'est-ce pas, les mulets, mais on peut s'attendre, enfin bon, eux, ils savent très bien ce qu'ils font, en attendant que le génie militaire fasse son œuvre. C'est une adaptation au contexte, c'est une adaptation. En attendant, on ne va pas rester les bras croisés, en attendant de se frayer un chemin. L'essentiel, c'est que les secours arrivent et que les gens soient sauvés. C'est le plus important. Je dirais juste, pour rebondir sur ce que M. Sahimi a dit, j'aimerais souligner qu'il y a eu non seulement une synchronisation de l'action, mais une véritable intelligence interinstitutionnelle. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. On a vu comment est-ce qu'il y a eu cette coordination entre les différents acteurs que vous avez cités dans votre introduction. Les différents corps de service public. Les différents corps de service public, les différents intervenants, les différents acteurs de terrain. Comment est-ce qu'il y a eu cette synchronisation en parfaite intelligence et qui est en fait requise dans un tel contexte de catastrophe naturelle. On a remarqué non seulement le soutien moral et matériel, mais aussi un accompagnement dans le deuil. Et c'est très important. Un accompagnement dans les différentes étapes de deuil sur un fond que je dirais un fond de recueillement, un fond d'acceptation et un fond de dignité. Il y a cette résilience. Tout le monde est présent, mais il y a cette résilience. Il y a une organisation infaillible. Et dès lors, toute forme de communication, là, se font dans la solidarité et dans la vertu. Je ne sais pas si... C'est parfaitement clair. Regardez ça ici. Je ne peux pas encore rajouter autre chose sur ce qui a été dit, mais je dirais les forces armées royales, je dis action, d'abord, c'est une leçon. C'est une leçon à tous les niveaux. Parce que quand on parle d'une société qui est solidaire, il vient effectivement du peuple. Ce sont aussi des Marocains qui sont affectés par ce qui se passe. Ils le vivent. Ils voient qu'il y a des gens qui... Vous parlez de société, avant d'être soldats, ils sont Marocains. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est très important. Donc, il y a d'abord l'intelligence et le génie militaire pour sauver ce qu'il faut, bien sûr, à côté du génie civil, mais il y a cette solidarité, il y a cette empathie, il y a ce Marocain qui existe et qui bouillonne en eux pour sauver plus de personnes, pour rattraper tout ce qui peut être rattrapé. Et puis, il y a surtout, moi je dirais aussi sur le plan, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, c'est une belle démonstration de ce qu'est les forces armées royales. Pour d'abord, pour ceux qui critiquaient de l'extérieur, est-ce que le Maroc ne peut pas faire quelque chose? Est-ce que le Maroc, devant ce sinistre, peut tout seul faire? Pourquoi il a refusé? Pourquoi il a pas? Alors que le Maroc n'a rien refusé, n'a pas refusé d'aide, mais c'est une réponse, c'est une démonstration pour toutes ces médias et certains politiques qui avaient peut-être pour mot d'ordre de toucher le Maroc, et aussi une démonstration pour tous ceux qui osent et croient que le Maroc est un pays qui est isolé ou un pays qui n'a pas vraiment de forces qui peuvent le défendre. Donc voilà la démonstration. Alors, Mostafa Sahimi, je vois à l'Est, mon ami. Une armée qu'on va retrouver en Centrafrique armée pour être en mode casque bleu, une armée qu'on retrouve au Sud-Soudan ou en Syrie, en Jordanie, avec un hôpital de campagne, donc ce sont des missions humanitaires,
une armée qu'on va retrouver aussi dans la menace cybernétique et dans tout ce qui est lutte contre cette menace, et puis une armée qu'on voit ici au Maroc en train de faire son rôle de protection des populations civiles. Oui, vous avez raison. À l'international, le rôle des forces armées est important à relever. Les phares participent historiquement, ont participé à 18 opérations de maintien de la paix. La première, c'était en 1960, les casques bleus au Congo. Donc c'est une longue tradition. Maintenant, pour ce qui est du dedans, c'est-à-dire de ce qui se passe chez nous, pourquoi les choses ont fonctionné comme ça, avec cette organisation, cette coordination et cette efficacité? Parce qu'il y a un centre d'impulsion et de direction, c'est-à-dire le souverain en personne, avec les différentes réunions qu'il a présidées, sans parler d'autres réunions informelles qui ne sont pas rendues publiques, évidemment. Et quand il y a un centre d'impulsion, d'orientation, de contrôle, la machine fonctionne, et elle fonctionne de manière optimale. Ça, c'est une belle leçon à tirer pour notre gouvernance à propos des politiques publiques, mais ce n'est peut-être pas l'objet de cette émission. C'est-à-dire qu'on est capable du meilleur quand il y a une coordination et une impulsion, une autorité pour imprimer donc les démarches. Alors, vous me tendez la perche pour cette question, donc je reste avec vous, Mustapha Sahimi. L'Inde, en 2004, avait subi les ravages du tsunami et s'était imposée sur la scène internationale par sa capacité à répondre à cette catastrophe qui l'avait frappée. La Chine, 4 ans plus tard, en 2008, s'était imposée à la face du monde d'une manière claire. Vous savez déjà, mais d'une manière claire, avec les Jeux Olympiques et tout ce qu'elle a développé comme technologie. Est-ce que le Maroc, avec ces 3 ou 4 événements dont on a parlé tout à l'heure, en ajoutant en 2004, mais c'est un peu loin, le Husseima, est-ce que le Maroc est dans cette configuration? On a remarqué que le monde entier, regardez, un tremblement de terre échelle 7 sur l'échelle de Richter, c'est pas rien, c'est même un tremblement de terre majeur. Et on a vu comment le Maroc a réagi avec les aides internationales qui ont été demandées et reçues au compte-gouttes en fonction des besoins qui ont été exprimés. Est-ce qu'on peut considérer que le Maroc est dans cette configuration d'émergence aux yeux du monde comme une nation qui peut se suffire à elle-même dans ces catastrophes? Vous avez raison de le relever. C'est d'abord l'expression de la capacité du Maroc à faire face et à ne compter en première et dernière analyse que sur ses propres forces. Et ça a été mal perçu par un certain nombre de capitales européennes que vous connaissez, notamment la France, qui se demandaient mais pourquoi on ne nous donne pas l'autorisation donc d'apporter l'aide? À ce sujet, il faut préciser que le Maroc a agréé l'aide de la société civile française, d'un certain nombre d'ONG, etc., mais pas d'aide d'État. Pourquoi? Parce que le Maroc est souverain. Vous savez combien on a eu de propositions d'aide d'État? 60. Il n'était pas possible qu'il y ait 60 aides internationales d'État, donc venant sur le terrain, etc. D'abord, ça pose des problèmes de coordination. Et on a l'expérience d'El Husseima, où les choses ne s'étaient pas très bien passées, du fait qu'il y avait une sorte de bouchon et qu'il fallait du temps pour gérer les plannings de travail des dizaines d'aides internationales. Ensuite, c'est une question de fierté nationale. C'est important. Il fallait rappeler, si besoin était, je me permets de vous couper, Mustapha Sahimi, je ne pense pas que la fierté nationale puisse rentrer là-dedans, puisqu'il y a des vies qui sont en jeu. Si l'État marocain a décidé de dire non merci, c'est parce qu'il savait très bien qu'il pouvait garantir la sécurité de ses propres citoyens. Mais mettre la fierté en face de gens qui vont mourir, je ne pense pas. C'est un élément de fierté nationale. C'est le résultat qui est un élément de fierté nationale. Non. C'est un point d'arrivée, pas de départ. Pourquoi il y a cette fierté nationale? Au vu d'un constat objectif, voilà. Oui, nous sommes, au Maroc, capables de faire face à cette situation. Les secours d'ONG sont bienvenus, mais laissez-nous d'abord, nous mettrons les choses en place. C'est extrêmement important. C'est pour ça que j'insiste sur la fierté nationale et sur le fait que la preuve a été établie qu'il y a une crédibilité du dispositif de mobilisation, de lutte et de sauvegarde du Maroc. D'ailleurs, la presse internationale maintenant commence à le comprendre et à le relater. Et il y a aussi la visibilité du Maroc. La visibilité du Maroc à l'international, du fait que c'est un pays qui est engagé dans des processus
qui est une puissance régionale influente, qui a un État, qui a des ressources, etc. Et c'est tout ça, donc c'est un meilleur message qu'on puisse adresser aux uns aux autres. Oumama Maktani qui demandait la parole, vous l'avez. Je réagirai tout simplement par une simple question, qui n'est pas une question. Et je dirais, qui n'a pas relevé l'organisation à la fois pragmatique et sereine de cette gestion de la crise? Parce qu'on est face à une gestion de la crise. Oui. Une gestion de crise. Effectivement, ici, en tant que gestionnaire de crise, on a été appelé à agir dans l'urgence, d'accord, pour sauver des vies, à la fois par l'organisation, d'accord, et par la définition de priorité. De priorité et de manière... On laisse finir, Mostafa Sahimi. De priorité de manière souveraine. Vous savez pourquoi? Oui. Parce qu'il y a une gouvernance royale. Eh oui, la clé, elle est là. La clé, elle est... Les choses se sont passées comme ça parce que le souverain a pris en main une politique à propos de cette catastrophe naturelle. Juste pour poursuivre un petit peu, donc je dirais que on a agi bien sûr à la suite des hautes instructions royales, et donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une communication par l'action. Tout était ficelé, un plan de communication sur le terrain. Il est révolu le temps où la communication est considérée uniquement comme de la parole ou du verbiage ou de la gestion, disons. Non, la communication est action au Maroc. Elle est action. Et donc, on a agi donc, à la fois par l'organisation disons, du terrain et par la définition de ce qui est très important, de nos propriétés, j'insiste sur cela, de manière souveraine. Maintenant, quand il y a autosuffisance par la mobilisation nationale, dans un contexte... On va avoir le complément de l'extérieur. Dans un contexte court-termiste, tout le reste peut avoir sa place à court et à moyen terme. C'est ce qui a été fait. Ali Hariji, continue sur cette réponse. Oui, je suis tout à fait d'accord. Dans les relations internationales, on parle de la société des nations. Donc une société des nations qui doit apporter de l'aide, chaque nation, ou les nations s'apportent de l'aide. Avec la société des nations. Non, pas celle d'avant la Première Guerre mondiale. C'est une société des nations. Donc cette société, avoir de l'aide après, c'est tout à fait normal. Maintenant, je reviens au principe, vous avez parlé de l'Inde, et le principe d'abord en droit international de la souveraineté. Le Maroc, elle est souverain. Et aussi un autre principe qui est très important, le droit d'ingérence humanitaire, qui est régi aujourd'hui par le droit international, parce que certains pays, auparavant, ont agi comme ils ont cru qu'ils étaient les seuls à pouvoir agir dans certains pays. Je ne veux pas citer certains cas, c'est peut-être le cas du Liban dans les années 80, avec certains agissements de certaines associations. Donc le Maroc, dans cette conception de l'expression aussi, la troisième chose, l'expression de la puissance. On parle dans la géopolitique, comment s'exprime la puissance, et une puissance émergente. Vous avez parlé de l'Inde, et vous avez parlé de la Chine, maintenant on parle du Maroc. L'expression de la puissance se fait soit par le hard power, c'est-à-dire d'une manière économique ou militaire ou autre, et puis par le soft power, qui est soit la culture, l'éducation, le sport, d'ailleurs c'était le cas du foot que vous avez cité, mais aussi la capacité d'un État de pouvoir réagir soit au moment de la crise ou au moment de la détente. Ça, c'est une expression de la puissance que le Maroc est en train de démontrer d'une manière majestueuse et royale devant cette société des nations, que le Maroc est capable de se relever, mais le Maroc étant dans une société de nations, elle a aussi besoin, c'est normal, de l'aide des nations qui sont amis et qui sont frères avec le Maroc. Donc le Maroc a eu 60 propositions, il n'a refusé aucune proposition, il a dit d'abord... On verra. Pour même les 4 États qui sont... Pour résumer les choses comme ça, on verra. Merci, remercier tout le monde. Les 4 États qui ont aidé dans la protection civile parce qu'il ne fallait pas avoir de bouchons. Et pour ce qui va venir après, le Maroc, on le voit même dans les 2 communiqués du cabinet royal, il y a un remerciement de tous les États qui se sont proposés. Donc voilà un État
En plus, excusez-moi, je vous coupe, en crédible. plus, c'est important, les remerciements aux équipes sur le terrain. Il y a eu des Bien remerciements sûr, au Royaume, bien sûr. aux équipes, aux 4 équipes qui sont sur le terrain. Et- Merci pour ce que vous avez fait, Mais pour vos vies que vous effectivement, avez nous mis ne en danger, pouvons que etc. les remercier Et pour un vibrant hommage. Un vibrant hommage. En plus de remerciements, un vibrant hommage. C'est tout naturel. Donc voilà, cette expression de la puissance émergente du Maroc se voit aussi, et par son action. Là, on voit l'équipe Voilà, de secouristes espagnols espagnol. qui lit le les message de remerciements et les le hommages. message de remerciement royal. Royal. Il y a des images comme ça, c'est C'est- émouvant. Alors, Moustapha Sahimi, vous devancez toujours mes questions ou mes pensées. On se connaît bien. Alors, en interne, ici au Maroc, on critiquait l'absence de l'État. L'État ne fait rien, on s'en méfie, on ne peut pas compter sur. Et puis, il y a eu la pandémie. Tout le monde a été agréablement surpris parce que bon, l'État est là. Et puis, il y a eu l'affaire du petit Ryan. Et puis maintenant, il y a ce qui est en train de se faire au House. Et donc, cette action incontournable du roi dans la verticalité de la décision et l'efficacité de cette décision. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un sentiment de confiance maintenant qui est né au sein de la population marocaine, au sein de l'opinion publique marocaine? Et quelque part, les autres qui pourraient être rassurés, ça va, les Marocains, ils se débrouillent bien. Je mettrai de côté l'affaire du pauvre Ryan. Elle n'est pas dans le registre des catastrophes naturelles, si vous le permettez. Je parlais du registre de l'action de l'État. Quand il y a un problème qui se passe, Voilà. qu'il y ait 3000 morts, ou qu'il y ait une pandémie qui menace des centaines de milliers de vies, ou qu'il y en ait une vie qui soit oui, en mais péril, l'État les réagit. dimensions ne sont pas de même nature. De même nature, en l'espèce, dans l'affaire du séisme d'El House, évidemment, c'est quelque chose d'exceptionnel. Les rapports entre les citoyens et l'État sont compliqués. Avec des sentiments mêlés. L'État ne fait pas ce qu'il faut, les services publics ne sont pas toujours à la hauteur. C'est un État donc qui est mou, qui ne tranche pas toujours, tout ça, etc. Ce qui a été important, vous l'avez relevé dans la lutte contre la pandémie Covid-19 2020-2021, c'est que les Marocains ont découvert qu'il y avait un État qui protège, un État qui sécurise, un État qui anticipe, un État qui apporte soutien et assistance, aide médicale, etc. Et ça a été, je crois, un tournant qualitatif, me semble-t-il, dans la perception de l'État par les citoyens, par les Marocains. C'est-à-dire que tout le monde était bien content d'avoir un État qui fait face à une situation exceptionnelle, dans des conditions difficiles, et salué d'ailleurs à l'international. Vous savez que la réponse programmatique et politique du Maroc pour que les années 2020-2021 a été saluée à l'international comme un modèle de gouvernance et de réaction. Maintenant, aujourd'hui, c'est encore plus vrai, c'est-à-dire qu'il y a un élément maintenant de sécurisation complémentaire qui est venu après les années 2020-2021, la lutte contre le Covid, etc. C'est-à-dire que nous savons tous les uns et les autres que, j'ai employé une image, qu'il y a un filet. Il y a un filet national qui est là, qui est l'État, qui est capable de réagir, de se mobiliser. C'est un élément psychologique important, c'est un élément aussi de culture politique. C'est-à-dire l'adhésion à l'État et en même temps, si vous le permettez, il y a une sorte de fusion qui se fait entre l'État et le Maroc, la société à la mobilisation. Il y a une sorte de réhabilitation d'un État, mais d'un État national, pas simplement un État au sens institutionnel du terme. Alors, il nous reste 4 minutes pour être précis. La dernière question que je vais vous poser à tous les trois, je commence par vous, Alal Harichi, ensuite Moustapha Sahimi, et on termine par Oumama Al-Ktani. Une communication en silence, une communication par l'acte, par l'action, par la réactivité, mais en silence. Vous savez, le silence est d'or. Et cette fois-ci, le silence est d'action. L'action est vraiment d'or. Et le Maroc, comme on l'a tous dit, on est tous d'accord sur ce plateau, et je pense tous les Marocains, que cette action qui s'est faite d'une manière très efficace et d'une manière rapide pour répondre à toutes les attentes à un moment de crise qui nous a pris tous au dépourvu. Personne n'attendait un séisme, personne d'une telle amplitude dans une région qui est très difficile d'accès. Donc,
mais l'action, elle a été efficace, rapide, et le silence, je dirais encore, il est d'or. Et c'est pour cela que le Maroc a réussi cette réponse-là. Moustapha Sahimi, alors silence, discrétion, retenue, mais Efficacité. surtout d'abord, le job doit être fait, quoi. De l'efficacité et du concret. Il y a quand même le communiqué du cabinet royal, décision du souverain, d'affecter 120 milliards de dirhams pour 5 ans pour les 6 provinces et préfectures. C'est quelque chose de fondamental. Ça aura un autre impact. Ça va forcément infléchir les politiques publiques du gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'il est établi que le modèle de développement durable dans le monde agricole et des zones montagneuses n'a pas donné les résultats escomptés. Et donc c'est une occasion maintenant de recorriger, de réarticuler nos politiques publiques à travers la loi de finances 2024 et les autres années. Donc là, c'est quelque chose d'important. Vous savez, il y a 3 ans, on avait le nouveau modèle de développement qui était national. Plus personne n'en parle parce que du fait de circonstances, du fait d'un certain nombre de paramètres, l'occasion est là, me semble-t-il, de redéfinir de nouveau, de manière participative, un nouveau modèle de développement avec une priorisation du développement territorial. Dernier mot pour vous, Mamak Tani. Toujours sur la même question, cette communication de discrétion, de retenue, de réactivité et d'action. Je Pas réagirai. une communication du tweet, une communication de Facebook ou autre. Simplicité, humanisme et crédibilité. Et le triptyque de valeurs qui marque désormais le changement de paradigme dans le devenir de la communication de notre pays. Alors, pour finir, moi, je considère, parce que moi aussi, parfois, il m'arrive de donner mon avis, n'est-ce pas, dans notre culture, on ne critique pas pour la critique, mais on peut faire confiance et on peut attendre des résultats, surtout quand les résultats sont là. Encore une fois, je vous rappelle cette très importante réunion qu'a tenue le roi Mohamed VI mercredi 20, où il a été décidé d'affecter 120 milliards de dirhams sur 5 ans aux 6 régions sinistrées par le tremblement de terre, Marrakech, El Haous, Taroudant, Chichawa, Azilal et Ouarzazate, pour plusieurs projets qui sont le relogement des personnes sinistrées, le désenclavement et la mise à niveau des territoires, l'accélération de la résorption des déficits sociaux et l'encouragement de l'activité économique. Donc un projet global et globalisant, un projet cohérent. Ali Harichi, Moustapha Sahimi, Oumama Ktani, merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.